prendre le symptôme pour la maladie. La maladie, c'est le courant très lent qui normalise un discours et normalise une perception qui elle-même est porteuse d'une attitude qui est en soi raciste, qui va justifier un certain type de racisme. Donc, par exemple, des choses extrêmement profondes sur lesquelles on ne s'arrête pas souvent. Aujourd'hui, il vous semble normal de dire attention, on ne parle pas de musulmans, on parle d'islamistes. Vous prenez n'importe lequel des acteurs, dit attendez, asseyez-vous, c'est quoi la différence? Dans la façon dont il parle de l'islamiste, il y a quelque chose de très ambigu dans son propos. Mais comme lui, il ne sait pas le dire, il va retourner les choses, il dit vous êtes ambigu vous-même. Donc, le manque de connaissance de celui de votre interlocuteur rend ambigu à ses oreilles votre clarté. Mais parce que lui ne veut pas de la clarté. L'ambiguïté est le socle sur lequel se nourrissent tous les racismes. L'ambiguïté. On ne sait pas très bien de quoi vous parlez. Et comme on ne sait pas pour soi-même et qu'on veut entretenir l'ambiguïté, comment faire pour l'entretenir, l'ambiguïté? C'est de dire que l'autre est ambigu. Je me souviens d'une discussion avec Duhamel à Europe 1, il m'a répondu pendant, je crois, 19 fois, il m'a dit « vous n'êtes pas clair ». Vous n'êtes pas clair. Je dis « attendez, là, il y a un vrai problème. Est-ce que vos oreilles ont envie que je ne sois pas clair parce qu'à la non-clarté de mon propos justifie le caractère assez vicié de votre jugement ?» Vous voyez comment les choses se retournent? Prêter à l'autre ce qu'on a envie d'entretenir parce que cette confusion que l'on entretient va permettre de répandre un racisme informel, un propos peu clair. Le problème ici vient aussi de nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous n'avons pas assez de femmes et d'hommes qui entrent dans le débat avec la clarté des mots, la clarté de la pensée et la clarté des objectifs. Qu'est-ce que je veux en fait? Parce que le but, ce n'est pas d'aller à la télévision débattre. Le but, c'est de savoir pourquoi on y va. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent vers moi et me disent « Ah, j'aimais bien quand tu allais clasher. » Comme si le but, c'était le clash. Clashons. Casse-les. Non, mais attendez. Vous vous rendez même pas compte qu'à des moments donnés, quand vous êtes à la télévision et que vous avez clashé votre adversaire, vous, émotivement, vous pouvez penser que vous avez gagné. Mais la télévision qui voulait que le clash se réalise fait gagner l'adversaire. On va dire, oh là là, mais ces gens-là, ils sont habiles, ils commencent à comprendre comment ça fonctionne. Donc ils sont plus dangereux connaissants qu'ignorants. Un musulman qui sort de la banlieue éduquée est 1000 fois plus dangereux qu'un musulman qui reste dans la banlieue drogué. Si vous n'avez pas compris la logique dans laquelle on nous mène, et dans laquelle on entretient, je veux dire, Pasqua, il avait le mérite de la clarté de son propos. Un islamiste est moins dangereux qu'un drogué. Non, un islamiste est plus dangereux qu'un drogué. Donc, il vaut mieux les entretenir dans la drogue. Excusez-moi, il ne faudrait pas qu'on retienne ça de ce propos. C'est le contraire. Donc, on est de ce... Et dans l'islamiste, on ne savait pas très bien ce qu'il mettait. Souvent, on a l'impression qu'un islamiste est un musulman conscient. Un musulman qui va dire, attendez, moi je veux la justice sur le plan du terrain, etc. Donc, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est qu'avec la clarté de la définition du mot islamophobie, il faut qu'on comprenne aussi que nous sommes dans une atmosphère, dans un climat social et politique qui est entretenu, et vis-à-vis duquel nous devons faire attention de ne pas aller tête première dans le débat qui va nous éparpiller plutôt que dans la vision de quelque chose qui a la clarté du propos et la clarté des objectifs. Il y a une autre chose aussi qui vient de ce propos-là. Vous savez, Émile Zola, en 1897, il écrit pour les Juifs. Non, 1996, il écrit pour les Juifs. Dans son idée de défendre les Juifs de sa société. Ça, c'était même avant qu'il commence à soutenir Dreyfus. Et quand vous voyez ceci, vous dites, nous, aujourd'hui, citoyens français de confession musulmane, est-ce qu'on doit attendre que quelqu'un
que nos concitoyens viennent et interviennent en disant pour les musulmans, on est avec les musulmans. Est-ce que la victoire de notre engagement en tant que citoyens se mesurera à nos partenariats, c'est-à-dire à ceux qui de gauche tout à coup descendront? Il est bon que des partis politiques, que des intellectuels prennent position avec les Français de confession musulmane, à la condition que les Français de confession musulmane ne comprennent pas que c'est leur soutien qui leur donne une légitimité. Ça, c'est capital, parce que les élections arrivent, et il y en a qui font des calculs. Ils calculent pour les élections municipales, ils calculent pour les élections présidentielles. Je veux dire que la prochaine élection présidentielle, elle a déjà commencé à être préparée par le président actuel, évidemment. Faire monter l'extrême droite pour se présenter comme le garant de la pensée libérale et de faire disparaître les autres. Et l'une des raisons, et l'une des façons de faire disparaître les autres, c'est sur la gauche de laisser entendre « Ah, mais la gauche est devenue islamo-gauchiste. Il marche avec les islamistes. » Donc, cette façon d'aborder la question sociale, il faut que nous, on soit extrêmement clairs. Nous accueillons de la plus grande et de la plus civile des façons tous ceux qui se battent avec nous contre le racisme et les racismes, mais nous ne nous attendons pas et nous n'attendons pas d'eux qu'ils soient la légitimité ou les garants de notre lutte. Nous ne sommes pas les victimes cherchant un porte-voix. Ça, on a déjà donné. En 83, la marche des beurs, on a donné ceux qui parlaient pour nous. Les socialistes qui nous disaient « on vous sert » et ils se sont servis de nous. On a déjà donné. Il faudrait aujourd'hui que pour sortir de cette position de victime, les musulmanes et les musulmans aient un peu de mémoire. Le problème, c'est que nous n'avons pas beaucoup de mémoire et que nous répétons les mêmes erreurs. Même cette idée de marcher, comme on l'a eu nous en 2004 au Forum social européen, on a déjà vécu ça. On a vu les calculateurs, ceux qui tout à coup ont aimé les musulmans au moment où les musulmans étaient aimables électoralement. On connaît ça. Donc à partir d'un certain moment, oui à la collaboration à une condition. Vous êtes nos alter-ego et nos porte-voix. Nous parlons pour nous, vous ne parlez pas pour nous. Nous sommes des citoyens qui allons lutter non pas simplement pour le racisme ou contre le racisme anti-musulman, mais nous allons mettre le racisme contre les Noirs, le racisme contre les migrants. Il y a un racisme anti-migrant, au point qu'on ne regarde même pas d'où tu viens, mais le seul fait que tu sois migrant fait que je ne t'aime pas. Je ne t'accepte pas. À partir d'un certain moment, à nous, vous voyez, quand on a la notion de la voix, on est inclusif et exigeant. On n'est pas en train de demander aux gens « parlez pour nous ». Merci d'être là. Merci de venir parler pour nous. Merci aux gens de gauche. Merci un tel, merci un tel. Non, nous n'avons à remercier personne de se battre pour la justice. Nous avons à être solidaires les uns des autres, mais remercier parce que, comme victime, on aurait trouvé quelqu'un qui parle au nom des victimes, eh bien, c'est être victime deux fois. On est victime de la situation et victime de notre propre domination. Donc ça veut dire qu'il faut faire un pas en arrière, avoir de la mémoire et savoir avec qui nous travaillons et avoir le courage de parler pour soi et de parler avec des partenaires et pas moins que cela ou pas plus que cela. Et puis, il y a une quatrième chose qu'il faut éviter, celle à laquelle on nous invite, et vous aurez remarqué que de ce point de vue-là, il y a une alliance tout à fait surprenante de l'autorité politique et de certains mouvements musulmans sur le terrain. Il y a d'autres mouvements musulmans ou d'autres associations qui, voyant l'état de la situation, disent « attendez, on est victime de racisme, on ne nous aime pas, quand on s'engage, on n'entend pas notre voix, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se taire et s'isoler. » Et vous avez, c'est connu maintenant, depuis des années, des associations musulmanes qui appellent à l'isolement, à la séparation, à se couper de
la société. Je vais vous dire une chose. Je suis en train de préparer, d'ailleurs, pour les éditions de Bouraq, un livre qui sortira bientôt, Inch'Allah, sur Malcolm X. Al-Hajj Malik al-Shabab. Et il venait de la Nation of Islam. Et un des éléments de Nation of Islam, c'était « Soyez noirs, affirmez votre identité de noir, sachez que les blancs sont tous des diables, et avec une condition fondamentale, évitez le discours politique. Ne parlez pas de politique. » Et étonnamment, la nation de l'islam n'a jamais autant été l'allié du gouvernement américain que quand il donnait ce propos-là. C'est-à-dire, pas de politique, que du propos en opposition à la société. Votre extrémisme prouve que le gouvernement est libéral et ouvert. Et il se peut qu'un gouvernement utilise les mouvements les plus sectaires, les plus séparationnistes, justement pour confirmer sa politique. C'est quand Malcolm X a compris qu'il ne fallait pas se séparer qu'on l'a éliminé. C'est-à-dire que quand il criait, on lui a ouvert toutes les portes des médias. Mais quand il a commencé à réfléchir, on dit c'est un piège. Vous nous avez amenés dans un piège. Et avant de mourir, il savait qu'il avait 2 ennemis et que ça allait venir de là. Le gouvernement américain a utilisé la nation de l'islam pour l'éliminer. Et donc ils l'ont tué. Parce que tout à coup, il avait compris. Attendez, c'est un piège. Donc on a 4 attitudes qu'il faut absolument éviter. Et donc, dans un premier temps, je veux dire, il y a plutôt une position qu'il faut prendre, la clarté de la définition, la compréhension du contexte dans lequel on est, refuser d'être les victimes et de laisser d'autres parler à notre place, et refuser l'isolement qui fait qu'à un moment donné, nous jouons le jeu de ceux qui ont envie de nous stigmatiser. Donc il y a de ce point de vue-là une attitude, il faut la comprendre. Et vous comprenez ce que je suis en train de dire là, il faut l'intégrer dans le sens de la voie de ce que j'ai dit au tout départ. La voie, être avec Dieu, respecter la vie, servir les hommes, changer le monde. Cette perspective-là, elle doit rester tout le temps, avec qui que nous soyons. Parce que quand on est avec lui, il dit attention, moi, tu n'es pas avec moi au nom du fait que je serai une victime et toi tu prends la parole. Attends, on est dans une... Moi je suis une voie, j'ai un objectif, je suis un agent de paix. Et je marche avec toi si tu es un agent de paix. Mais si tu es un agent qui m'utilise pour ton calcul électoral, tu ne me trouveras pas. Je suis là pour servir, mais je ne te servirai pas. Donc il faut de ce point de vue-là avoir une attitude qui est extrêmement claire. Vous voyez que le sens spirituel éclaire le positionnement politique. Refuser l'aliénation, refuser l'instrumentalisation, comme refuser la victimisation. Une attitude qui est une attitude déterminée, une attitude claire et une attitude courageuse. Ça veut dire à partir de là qu'on peut entrer maintenant dans un certain nombre de choses qu'il faut faire, et qu'il faut faire avec foi et intelligence, comme je le disais. Ça veut dire aussi que ce que nous avons à faire dans ce combat-là, dans cet engagement-là, c'est une chose sur laquelle j'aimerais beaucoup insister. Ça va être long et ça va être difficile. Dans un livre que j'avais écrit en 2009, mon intime conviction, j'ai dit qu'il faudra 2 générations. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une lutte pour changer une loi par-ci, par-là. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, vous savez que le débat entre Malcolm X et Martin Luther King, c'était ça. À un moment donné, Martin Luther King a pensé « changeons les lois pour plus de justice ». Il venait du Sud, et dans le Sud, c'était les États esclavagistes. Donc les lois étaient discriminatoires. Lui, il pensait « on change la loi, tout va aller ». Malcolm X, il vient du Nord, des États de la Nation. Et les lois étaient des lois dites abolitionnistes. On était censé être égaux devant la loi. Elle dit, mais c'est pas du tout ça. La loi peut te dire égal à ton concitoyen, mais l'esprit de ceux qui lisent la loi font de toi un esclave encore. C'est dans la tête que ça se passe.
Et donc, à partir d'un certain moment, il faut comprendre que si vous voulez changer les mentalités dans la société, bien entendu, il faut lutter contre les lois. Bien entendu, contre les lois injustes. Bien entendu, il faut en faire la critique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la route est très longue et elle sera dans le travail sur l'intelligence et les mentalités de nos concitoyens. Et ça va être très long. Mais vous savez ce que eux savent et ce que vous ne savez plus. Ceux qui font les calculs, ceux qui regardent le nombre de citoyens français de confession musulmane, ont compris qu'il y avait une donnée objective fondamentale. La donnée objective fondamentale, c'est la question du nombre. Les Français de confession musulmane sont la plus grande communauté de tous les pays occidentaux. Raison pour laquelle c'est là où c'est le plus crispé. C'est pas parce que les Français sont plus racistes que les autres. C'est que le nombre est impressionnant. On vous dit, on a dit pendant 20 ans, on a dit qu'ils sont que 4 millions. Alors, ceux qui disent 4 millions, ce sont ceux qui ont envie de minimiser. Puis ensuite, on dit 6 millions. Puis il y en a d'autres qui sont en train de vouloir faire peur à tout le monde. 15 millions. La réalité, c'est que personne ne sait exactement le nombre. Et tout le monde sait une chose, c'est que dans l'avenir proche et éloigné de ce pays, les Français de confession musulmane vont jouer un rôle central, culturellement, politiquement et économiquement. Point. Aussi clair que ça. Et ils le savent tous. Mais simplement vous ne le savez plus. Vous, il n'y a pas de vote musulman, tant mieux. Il n'y a pas de vraie communauté. Je veux dire, enfin si, il y a une communauté de plein de communautés. Au point qu'à des moments donnés, on pense qu'il y a autant de communautés de musulmans dans cette communauté. Tellement nous sommes parfois éparpillés. Mais ça, c'est une vision négativiste. La réalité, c'est que si vous regardez le terrain sur les 30 dernières années, énormément de choses ont été réalisées. Vous voulez que je vous donne un exemple? C'est ce qu'on dit sur les banlieues. On a tenu sur les banlieues un discours extrêmement misérabiliste. La banlieue, qu'est-ce que c'est? C'est la violence, c'est la drogue, c'est le manque d'école. Si vous regardez les 30 dernières années, chiffres à l'appui, la réalité de la créativité, de l'émergence d'une population vivante qui vient de la banlieue et de la cité est assez impressionnant. Et cette énergie-là, il faut la capitaliser. Il faut en faire quelque chose. C'est de ce terreau-là que doivent venir les réalités. De tout ce que je disais, c'est-à-dire, attention, ce dont on a besoin, je vais vous étonner, mais ce dont on a besoin pour la banlieue, c'est des processus de guérison. C'est-à-dire permettre à cette jeunesse de pouvoir regarder en face ses blessures, ses traumatismes et ses manques. Un vrai travail d'accompagnement de ce point de vue-là, il est basé sur l'éducation. Mais l'éducation, c'est pas de prendre quelqu'un et lui dire « Attends, assieds-toi là maintenant, je vais t'apprendre le Coran ». Non, je vais t'apprendre qu'il y a une voie, à respecter la vie. Voyez, tout ce qui fait la périphérie du discours, mais qui vous en rappelle le centre. Qui es-tu? Que veux-tu? Qui es-tu et que veux-tu dans cette société? Est-ce que tu vas te laisser... Parce qu'il y a une vraie conscience. Moi, je marche dans les rues aujourd'hui, on me force à rester en France, et en l'occurrence, ça m'a donné aussi la possibilité de voir un tout petit peu, de sentir de l'intérieur cette espèce de conscience de l'adversité, du mauvais traitement. Il y a une vraie conscience aujourd'hui. Alors maintenant, on a le choix. Soit cette conscience, on la traduit en conscience des victimes, soit on construit sur le long terme et l'on travaille à faire émerger davantage cette conscience citoyenne, cette créativité, ces potentialités de cette jeunesse et de ces moins jeunes aujourd'hui, parce que la jeunesse, on n'arrête pas de parler des jeunes musulmans, maintenant vous en êtes, même vous êtes plus si jeunes pour la plupart d'entre vous. À partir d'un certain moment, je l'ai dit et répété, il faut devenir adulte. Donc ça va prendre du temps. Donc aujourd'hui, c'est avec la conscience du temps long qu'il faut travailler. La lutte avec foi et intelligence contre l'islamophobie, ça n'est pas une seule manifestation un jour, c'est une manifestation au nom d'une vision à long terme. C'est-à-dire qu'on doit pratiquement planifier les étapes
d'une conscientisation, d'une éducation et d'un engagement. Comprendre qu'aujourd'hui, notre plus grand défi, c'est la mentalité de nos concitoyens, c'est pas la loi que gère le pouvoir. La loi que gère le pouvoir, il en jouera. On nous a dit pendant des années, vous voulez changer la loi, c'est eux qui changent la loi. Quand la loi les gêne parce qu'elle nous donne trop de droits, il faut, de façon restrictive, travailler sur les lois. Il faut des lois qui restreignent notre expression. Donc, on le sait ça. Donc, à partir d'un certain moment, vous pouvez vous battre uniquement sur les lois ou comprendre que c'est dans un long travail d'interaction, de dialogue, de communication. Mais s'il vous plaît, pas sur C8, pas sur BFM TV, dans votre allée, dans votre quotidien, avec vos collègues. C'est ce temps long, c'est cette compréhension, c'est ce travail éducatif de proximité. Et de plus en plus, les jeunes ne regardent même pas la télévision. Ils sont en train, maintenant, ils sont plutôt de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il faut aujourd'hui développer l'éducation de proximité, la communication de proximité. Et comprenez une chose, quand vous échangez avec quelqu'un sur Internet, vous êtes connecté, vous n'êtes pas en communication. Rien ne remplace le face-à-face, la communication humaine et personnelle. Et ça, j'ai reçu une vidéo l'autre jour là d'une femme qui disait « Moi, la face de l'islam, pour moi, c'est une femme ». Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, ça se passe en Indonésie. Il y a une femme qui a vécu un drame dans sa vie personnelle, elle est partie en Indonésie, dans une île, elle s'est complètement isolée. Et tous les matins, elle marchait. Tous les matins, elle marchait. Et il y a une femme qui la voyait, une femme musulmane, qui la voyait marcher tous les matins. Elle faisait sa marche matinale pour respirer, pour oublier tous ses soucis. Sauf qu'un jour, elle n'est pas passée. Et donc la femme musulmane qui la voyait tous les matins, ce jour-là, elle ne l'a pas vue. Donc elle la trouve à la maison. Elle l'a cherchée. Elle l'a trouvée malade. Elle était en situation extrêmement difficile. Et elle est allée s'enquérir d'elle, lui apporter de l'affection, s'occuper de sa santé. Et la dame, elle revient. C'est un grand auteur de best-seller. Elle dit, pour moi, la face de l'islam, pour maintenant et pour l'avenir, c'est cette femme-là. Je ne sais même pas son prénom. Je ne sais même pas qui elle est. Simplement, elle est venue me chercher quand un jour, elle ne m'a pas vu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est l'éducation de proximité. Arrête tes discours et commence l'éducation de proximité. Comprenons aujourd'hui que par rapport à l'islamophobie, bien entendu, il faut travailler à plusieurs niveaux. Il faut un discours clair, il faut un engagement clair. Mais il faut comprendre que ça va passer par nous, par la prochaine génération, et peut-être encore par la prochaine génération.